Les brutes du lycée Northwood se sont attaqués à la mauvaise fille. Sa vengeance a été explosive. Manon Dubois était un fantôme par choix. À 16 ans, elle avait maîtrisé l'art de l'insignifiance, une compétence de survie nécessaire pour la nouvelle venue perpétuelle. Le mode de vie transitoire de sa famille, dicté par le travail de consultant hautement spécialisé et souvent secret de son père, signifiait qu'elle avait fréquenté 6 écoles différentes en 8 ans. Le lycée Northwood n'était que la dernière étape d'un long et solitaire voyage. Elle n'était ni laide ni belle, une fille aux cheveux châtain clair de taille moyenne, avec une silhouette qui suggérait qu'elle pourrait être emportée par une forte rafale de vent. Ses vêtements étaient délibérément fades, des sweats à capuche gris, des jeans usés, des baskets banales. Elle ne parlait que lorsqu'on lui parlait, gardait les yeux fixés sur ses manuels scolaires ou sur le linoléum éraflé, et se déplaçait dans les couloirs bondés avec l'efficacité silencieuse d'un murmure. Cette invisibilité organisée était son armure. À Northwood, cependant, son armure avait commencé à faillir. Le problème n'était pas un seul défaut dans son système, mais un trio d'entre eux, des moteurs ambulants et parlant de cruauté désinvolte. Chloé Lemaire, Léa Moreau et Théo Martin. Chloé, la reine incontestée de la classe de seconde de Northwood, était une vision de perfection organisée. Ses cheveux blonds étaient toujours impeccablement coiffés. Son maquillage impeccable et ses vêtements semblaient sortis d'un magazine de mode pour adolescentes. Mais sous l'extérieur brillant se trouvait un gouffre d'insécurité qu'elle comblait en rabaissant les autres. Léa était son bras droit, un écho sycophante qui amplifiait chaque ricanement et insulte de Chloé. Et puis, il y avait Théo, un sportif longiligne et narquois qui gravitait autour de Chloé, utilisant sa présence physique pour intimider quiconque elle ciblait. Leur victime choisie était Manon. Son silence n'était pas considéré comme une défense, mais comme une invitation. Sa solitude n'était pas un choix, mais une faiblesse à exploiter. L'intimidation a commencé petit, comme toujours. Un ricanement lorsqu'elle passait, un murmure délibérément fort de « regarder la bizarre », un coup d'épaule dans le couloir qui faisait éparpiller ses livres. Manon, fidèle à sa formation, n'a rien fait. Elle ramassait ses affaires, son visage un masque neutre, et s'éloignait. Elle pouvait sentir les yeux sur elle, le mélange de pitié et de soulagement des autres élèves, soulagement que ce ne soit pas eux. Les professeurs, surmenés et sous-payés, ne voyaient que le drame adolescent superficiel, une autre enfant tranquille ayant du mal à s'intégrer. Ils offraient une platitude s'ils voyaient quoi que ce soit, mais n'intervenaient jamais. L'inaction de Manon n'était pas née de la peur, mais de la discipline. Son père, un homme qui parlait d'un ton calme et mesuré, même lorsqu'il discutait de la démolition structurelle d'un gratte-ciel de 50 étages, lui avait inculqué un principe par-dessus tout, le contrôle. « L'émotion est un feu de forêt, Manon », disait-il, en esquissant des schémas sur un tableau blanc dans leur atelier de garage. « C'est chaotique, imprévisible et destructeur. Mais le contrôle est une charge profilée. C'est précis, c'est délibéré. Vous appliquez la bonne quantité de force à l'endroit exact, au moment exact, et vous pouvez faire tomber un empire sans gaspiller une seule once d'énergie. » Il ne parlait pas seulement de bâtiments, il lui donnait une philosophie de vie. Alors, elle a absorbé les railleries, les bousculades, l'isolement. Elle a catalogué chaque insulte, chaque acte d'agression, non pas comme une blessure, mais comme un point de données. Elle recueillait des renseignements, étudiait leurs schémas, leurs faiblesses. Il pensait qu'il la brisait. Il ne faisait que lui enseigner la disposition de leur propre fondation. La cantine était leur principal théâtre. Quelques semaines après son arrivée à Northwood, Manon portait son plateau à une table d'angle vide lorsque le pied de Théo s'est faufilé dans l'allée. C'était un croche-pied classique et sans imagination. Elle est tombée lourdement, son plateau s'entrechoquant, une giclée de lait et de frites décorant le sol. Une vague de rire, menée par le cri perçant de Chloé, a déferlé sur la pièce caverneuse. « Fais attention où tu vas, Manon la muette !»
a crié Chloé, un sourire sirupeux plaqué sur son visage. Les joues de Manon ont brûlé, un chaud éclair de honte et de colère. Le feu de forêt dont son père l'avait averti léchait les bords de son contrôle. Elle voulait se relever d'un bond, utiliser l'autodéfense rudimentaire qu'il lui avait également enseignée pour effacer le sourire narquois du visage de Théo. Mais elle a vu l'expression calme de son père dans son esprit. Le contrôle est une charge profilée. Elle a pris une inspiration lente et profonde, s'est relevée et s'est éloignée sans dire un mot, laissant son déjeuner renversé et sa dignité sur le sol. L'humiliation était un acide corrosif, mais elle l'a retenu, l'a contenu. Ce n'était pas le moment. La pression n'était pas encore assez forte. L'escalade a continué. Ils ont volé ses devoirs et les ont déchirés devant elle. Il la coinçait près de son casier, un triangle d'intimidation, en lui murmurant des choses viles, juste assez fort pour qu'elle les entende. Chloé a pris un goût particulier à la guerre psychologique, en lançant des rumeurs selon lesquelles Manon était une flippée qui espionnait les gens, qu'elle avait une odeur bizarre, que sa famille faisait partie d'une secte. Chaque mensonge était un petit caillou pointu jeté sur elle. Manon a tout enduré, son visage une ardoise illisible. À l'intérieur, cependant, la pression montait. Les points de données s'accumulaient. Elle savait que la vanité de Chloé était son mur porteur. Elle savait que l'agression de Théo était une performance pour Chloé. Elle savait que Léa n'avait pas d'identité propre. Elle comprenait leur structure. Et elle commençait à formuler un plan de démolition. Le point de rupture, le moment où la mèche a été irrévocablement allumée, est survenu un après-midi gris et pluvieux de mardi. L'école venait de se terminer et Manon prenait un raccourci derrière le gymnase, une zone désolée d'asphalte fissuré et de mauvaises herbes envahissantes. Elle se dirigeait vers la bibliothèque municipale, son sanctuaire. Soudain, ils étaient là, bloquant son chemin. Chloé, Théo et Léa, l'air ennuyé et prédateur. « Tu vas quelque part, la bizarre ?» a ricané Chloé, croisant les bras. Manon a essayé de les contourner, mais Théo s'est déplacé pour la bloquer. « Chloé t'a posé une question, a-t-il dit, sa voix basse. Il y avait quelque chose de différent dans l'air aujourd'hui, un tranchant plus vif à leur méchanceté. Les yeux de Chloé ont scanné le sol, et un sourire cruel s'est étalé sur son visage. Elle s'est penchée et a ramassé un morceau d'asphalte détaché et irrégulier. « Tu sais, tu es comme un caillou, Manon, a-t-elle dit, le faisant passer d'une main à l'autre. Terne, gris, et personne ne se soucie si tu te fais botter les fesses. » Elle a regardé Théo. Voyons si elle fait du bruit. Théo a souri et a ramassé un caillou. Léa, toujours la suiveuse, a fait de même. Le premier caillou, lancé par Théo, n'était pas destiné à blesser gravement. C'était un test. Il a frappé Manon en plein omoplate, un impact vif et choquant qui lui a coupé le souffle. Ça faisait mal. Ça faisait plus mal que les bousculades, plus mal que les insultes. C'était une violation physique qui franchissait une ligne fondamentale. Un autre caillou, celui-ci de Léa, lui a éraflé le bras, puis Chloé a lancé le sien. Il était plus petit, mais elle l'a lancé avec un claquement vicieux de son poignet. Il a frappé l'arrière de la tête de Manon, juste au-dessus de son cou. Sa vision a vacillé pendant une seconde, une étincelle de douleur vive jaillissant derrière ses yeux. Des rires. Il riait. À travers la brume de la douleur, une clarté profonde et terrifiante a envahi Manon. La collecte de données était terminée. L'analyse structurelle était terminée. La pression avait atteint son seuil critique. La voix de son père a résonné dans son esprit, mais cette fois, ce n'était pas une mise en garde, c'était un ordre. Appliquer la bonne quantité de force à l'endroit exact, au moment exact. Elle n'a pas crié, elle n'a même pas tressailli. Elle a lentement tourné la tête, ses yeux, pour la première fois, rencontrant directement ceux de Chloé. L'absence totale de peur, le calme froid et analytique dans son regard, a fait vaciller le sourire de Chloé pendant une fraction de seconde. Manon s'est retournée et s'est éloignée. La douleur dans sa tête et son épaule, un bourdonnement lointain sous le rugissement d'un nouvel objectif glaçant. La démolition avait été programmée. Ce soir-là, Manon n'a pas fait ses devoirs.
elle est allée au garage. C'était le temple de son père, un lieu d'ordre, de précision et d'énergie potentielle. Les outils étaient suspendus à un panneau perforé en parfaite silhouette. Des bacs de fil, de résistance et de condensateurs étaient soigneusement étiquetés. Sur un grand établi au centre se trouvaient quelques modèles de démonstration désaffectés de son père. Des coupes transversales complexes de bâtiments avec des poutres de support à code couleur. Au cours de la dernière année, sous sa tutelle, elle avait appris le métier. Pas seulement la force brute des explosifs, mais la science derrière cela, la chimie, la physique, l'ingénierie. C'était une forme d'art complexe et magnifique pour elle. La démolition n'était pas une question de destruction, il s'agissait de transformation. Vous preniez quelque chose qui existait et, grâce à un événement contrôlé et catalytique, vous le transformiez en quelque chose d'entièrement différent. Ce soir, elle était l'artiste. Sa cible n'était pas une personne. Son père avait été catégorique sur le caractère sacré de la vie. Le but n'était jamais de nuire, seulement de neutraliser une structure. Dans ce cas, la structure était la position sociale de Chloé, son arrogance, son pouvoir. Et la pièce maîtresse de ce pouvoir était sa voiture. Un cabriolet rouge cerise flambant neuf que ses parents lui avaient offert pour son anniversaire. C'était son trône, le symbole de son statut, qu'elle garait toujours à l'endroit le plus visible du parking des étudiants. Manon a commencé à assembler ses matériaux. Elle ne construisait pas une bombe, pas au sens traditionnel et violent du terme. Elle construisait ce que son père appelait un dispositif de dispersion. Un agent de chaos non létal, non incendiaire, mais spectaculairement efficace. Le cœur était une petite cartouche de CO2 haute pression, récupérée sur une ancienne machine à soda. La charge utile était une concoction chimique de sa propre conception, une synthèse de composés qui, une fois combinés et aérosolisés, créerait la puanteur la plus immonde, envahissante et impossible à enlever imaginable. C'était un mélange précis de thiols, la famille de produits chimiques responsables des odeurs de moufette, d'œufs pourris et d'ail, et d'un colorant adhésif puissant de qualité industrielle qu'elle avait commandé en ligne sous le prétexte d'un projet d'art textile. La couleur était un rose pepto-bismol hideux et vibrant. L'appareil était conçu pour être fixé magnétiquement au soubassement d'une voiture, déclenché par un simple détonateur à distance bon marché provenant d'une voiture jouet. C'était élégant, précis et absolument dévastateur. Alors qu'elle soudait le dernier fil, un calme étrange s'est installé en elle. Ce n'était pas une vengeance, c'était une démolition contrôlée. Les jours suivants à l'école ont été tendus. Les brutes, enhardies par sa non-réaction au jet de pierre, sont devenues plus arrogantes. Elles semblaient sentir un changement en elle, mais l'ont mal interprété. Son nouveau silence n'était pas une soumission, c'était la concentration silencieuse avant une détonation. Sa posture était plus droite, son regard plus direct. Elle ne détournait plus le regard, elle les traversait simplement du regard. Une personne a remarqué le changement. Léo, un garçon tranquille de son cours de chimie qui s'asseyait au fond et dessinait dans un cahier, l'a vu. Il a vu la lueur de quelque chose de nouveau dans ses yeux. Pas de la peur, mais de la concentration. Il l'a vu regarder Chloé et sa bande avec un détachement troublant, presque scientifique. Il ne savait pas ce qui allait arriver, mais il savait que la dynamique avait fondamentalement et irrévocablement changé. La confrontation a eu lieu vendredi. C'était le jour du grand rassemblement d'avant-match pour l'équipe de football. Toute l'école serait à l'extérieur, sur les terrains de sport. C'était la scène parfaite. Pendant le déjeuner, Manon a entendu Chloé se vanter auprès de Léa. Nous devrions faire quelque chose de grand pour Manon la muette au rassemblement. Quelque chose que tout le monde verra. Elle prévoyait de la faire accidentellement, trébucher dans la flaque de boue géante près des gradins. Leur manque d'imagination était presque décevant. C'était l'ouverture parfaite. Alors que la dernière cloche sonnait, le corps étudiant s'est déversé sur les terrains. L'air était chargé d'esprit d'école. Le groupe jouait, les pom-pom girls répétaient des routines et les élèves se promenaient, exaltés par la promesse du week-end. Manon,
portant son sac à dos, s'est dirigée calmement vers le parking des étudiants. Il était plus vide maintenant, la plupart des gens étant déjà au rassemblement. Elle a repéré le cabriolet de Chloé, brillant sous le soleil de l'après-midi comme une idole criarde. Son cœur battait contre ses côtes, un rythme régulier et puissant. C'était le moment, la dernière vérification avant d'appuyer sur le bouton. Elle a scanné la zone. Quelques retardataires se dirigeaient vers le terrain, mais personne ne prêtait attention à la fille tranquille, au sweat à capuche gris. Avec une efficacité pratique, elle s'est agenouillée près du côté conducteur de la voiture, faisant semblant de lasser sa chaussure. Sa main s'est précipitée sous le véhicule, l'aimant puissant de l'appareil s'enclenchant de manière satisfaisante sur le châssis. Elle s'est levée et s'est éloignée, se fondant dans la foule, se dirigeant vers les gradins. L'appareil était réglé, le piège était tendu. Elle a trouvé une place à l'extrémité des gradins, à une distance de sécurité, et a attendu. Chloé, Théo et Léa ont fait leur entrée en grande pompe, se pavanant vers le centre de la foule. Ils ont repéré Manon et un sourire collectif s'est étalé sur leur visage. Le spectacle allait commencer. Alors qu'ils se rapprochaient, se positionnant pour leur accident prévu, la main de Manon s'est glissée dans sa poche, son pouce reposant sur le petit bouton discret du détonateur. Chloé a fait un pas vers elle, ouvrant la bouche pour lancer une remarque cinglante. Elle n'en a jamais eu l'occasion. Manon a appuyé sur le bouton. Il n'y a pas eu d'explosion de feu. Il n'y a pas eu de shrapnel. Il n'y a eu qu'un thump-hiss fort et soudain qui a résonné depuis le parking. Toutes les têtes se sont tournées. Dessous le cabriolet prisé de Chloé, un nuage massif et dense de fumée rose opaque a jailli, se répandant vers l'extérieur à une vitesse incroyable. Ce n'était pas de la fumée, c'était une substance gluante, pressurisée et aérosolisée. Elle a enveloppé la voiture en quelques secondes, s'accrochant à la peinture rouge cerise, aux sièges en cuir, aux pare-brise immaculés. Et puis, l'odeur a frappé. C'était une agression physique contre les sens, un raz-de-marée de putrescence qui a déferlé sur la foule. C'était l'odeur de mille pourris, d'un chandail et d'une légion de moufettes, tous mélangés et amplifiés à un degré insupportable. C'était indescriptiblement vil. Les élèves ont suffoqué, leurs mains volant pour couvrir leur bouche et leur nez. Les gens ont commencé à tousser, leurs yeux larmoyants. La puanteur était si puissante, si chimiquement agressive, qu'on avait l'impression qu'elle recouvrait leur langue. La panique a éclaté. Le rassemblement s'est dissous en une ruée chaotique alors que les élèves fuyaient le nuage toxique. Au centre de tout cela se tenaient Chloé, Théo et Léa, figés d'horreur. La substance gluante rose avait non seulement consumé la voiture, mais les avait également éclaboussés lors de son expansion, recouvrant le jean de marque de Chloé et la veste de sportif de Théo de la substance rose, fluo immonde et collante. Le visage de Chloé était un masque d'incrédulité pure, sa bouche béante alors qu'elle regardait son char souillé, son symbole social ruiné. La voiture n'était pas seulement sale, elle était détruite. Le colorant adhésif ne se détacherait jamais de la peinture. L'intérieur était un risque biologique. L'odeur persisterait pendant des semaines, un monument permanent à son humiliation. Au milieu du chaos, Manon s'est levée. Elle est descendue calmement des gradins, la foule s'écartant devant elle comme si elle était Moïse et eux la mer Rouge. Ils la regardaient avec une nouvelle sorte de crainte, un mélange de peur et de profond respect. Elle s'est approchée du trio, stupéfait et puant. Ils ont tressailli lorsqu'elle s'est approchée. Elle s'est arrêtée à quelques mètres, l'horrible odeur ne semblant pas la déranger. Elle a regardé directement Chloé, sa voix calme, mais portant avec une autorité absolue sur les toux et les gémissements persistants. « Vous vouliez lancer des choses », a dit Manon, sa voix dépourvue de toute émotion, sauf une finalité glaçante. « J'ai juste un meilleur bras lanceur. » et une compréhension plus approfondie de la chimie. Elle a maintenu le regard de Chloé pendant un moment de plus, laissant tout le poids de ce qui venait de se passer s'installer. Puis, elle s'est retournée et s'est éloignée, disparaissant dans la foule qui se dispersait, laissant derrière elle une voiture ruinée, 3 parias sociaux et une légende. Les conséquences ont été immédiates et transformatrices.
Dès lundi, l'histoire s'était transformée en mythe. Manon Dubois, le fantôme tranquille, était maintenant chuchoté avec révérence. Il l'appelait la démolisseuse ou simplement la bombe. Personne n'osait même la regarder de travers. La peur qu'elle inspirait ne venait pas d'une menace de violence, mais de l'inconnu. Elle avait démontré un niveau d'intelligence, de planification et d'exécution de sang-froid qui dépassait de loin le domaine des querelles de lycée. Elle avait joué à un jeu différent, à un niveau qu'il ne pouvait même pas comprendre. Le respect a suivi la peur. Elle n'était plus invisible, elle était formidable. Elle pouvait maintenant s'asseoir où elle voulait à la cantine et personne ne dirait un mot. L'espace autour d'elle était le sien. Chloé, Théo et Léa ont été socialement anéantis. La voiture de Chloé a été déclarée perte totale par la compagnie d'assurance. La puanteur s'est accrochée à eux pendant des jours, une manifestation physique de leur disgrâce publique. Ils sont devenus les nouveaux parias, évités et moqués à voix basse. Une semaine plus tard, une Chloé humiliée et couverte de larmes s'est approchée de Manon près de son casier. « Je suis désolée », a-t-elle balbutié, ne croisant pas les yeux de Manon. « Pour tout. » Manon l'a regardée, non pas avec triomphe, mais avec le regard détaché d'une scientifique observant une expérience terminée. « Je sais », a-t-elle seulement dit, avant de se retourner et de s'éloigner. Il ne s'agissait pas de pardonner, il s'agissait de reconnaître un résultat. La structure avait été neutralisée. Manon avait trouvé sa paix, mais pas par la violence ou en devenant le monstre qu'elle avait combattu. Elle avait utilisé ses connaissances uniques et formidables pour déconstruire un système de cruauté avec une précision chirurgicale. Elle n'avait pas donné de coup de poing. Elle avait initié une réaction chimique. Elle avait appris la leçon la plus importante que son père lui avait enseignée. Le vrai pouvoir ne consistait pas à faire le plus de bruit ou à causer le plus de dégâts. Il s'agissait de contrôle. Il s'agissait de savoir exactement où appliquer la pression pour faire s'effondrer toute la structure pourrie d'elle-même. Elle était toujours silencieuse, toujours observatrice, mais elle n'était plus un fantôme. Elle était une présence, un témoignage du fait que les personnes les plus discrètes peuvent abriter le pouvoir le plus extraordinaire, attendant le bon moment pour être libérées.